On ouvre le débat ce soir sur France Info. Bonsoir Aurélien Taché, vous êtes député La République En Marche du Val d'Oise. Face à vous, Bastien Lachaud des France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Alors, bonsoir. Pour résumer, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement a dévoilé aujourd'hui, selon vous, son arme anti-chômage? Une de ces armes anti-chômage. Vous savez que pendant la campagne, on avait fait de la bataille de l'emploi la mère des batailles et on a annoncé pour ça plusieurs réformes. Une première réforme qui concerne le Code du travail et qui donc a été dévoilée aujourd'hui et qui va permettre à nos PME de mieux s'adapter à la réalité économique qui est celle dans laquelle elles évoluent et donc de se développer et de créer d'emplois. Mais d'autres réformes arriveront. Je pense évidemment à celle de la formation professionnelle. On sait aujourd'hui que la qualification et la compétence sont une arme aussi très efficace pour les salariés, enfin pour les personnes qui recherchent un emploi. Et on aura aussi une politique fiscale et sociale qui permettra aux entreprises de retrouver des marges pour créer de l'emploi. Alors du côté de la France Insoumise, évidemment, vous ne l'entendez pas du tout de cette oreille. Vous dites ça va précariser les salariés. Pourquoi? En fait, c'est tout simple. On a des millions de chômeurs et donc on utilise la pression de ces chômeurs pour faire accepter des réformes qui en fait vont tout simplement remplacer le chômage par la pauvreté ou la précarité. Des exemples concrets. Le CDD. Le CDD aujourd'hui, il est limité à 2 CDD d'affilée. Avec ces ordonnances, il est possible, suite à des négociations, etc., de multiplier le nombre de CDD à l'infini. Il n'y a plus de limite par la loi. Par exemple, de la même manière, la réforme invente le contrat, le CDI de chantier. Donc ça existait dans le BTP, maintenant ça sera ouvert à d'autres branches. Le CDI, qu'est-ce que c'est? Si les syndicats le décident. Oui, bien sûr. Le CDI de chantier... c'est important de le préciser. Oui, d'accord, mais si vous le mettez dans la loi, c'est que vous voulez que ça se généralise, sinon vous ne l'auriez pas créé. On veut laisser la possibilité au syndicat de voir si c'est pertinent. Donc vous voulez que ça se mette en place. Donc le CDI de chantier, c'est tout simplement un CDD sans les avantages du CDD. C'est-à-dire que c'est un contrat qui dure le temps d'un projet. Donc quand on va voir son banquier pour obtenir un crédit, pour acheter un appartement, etc., pour se projeter dans la vie, pour avoir juste un petit peu d'espoir, le banquier va dire non, votre contrat il s'arrête à la fin du chantier. Et à la fin du chantier, non seulement le contrat s'arrête, mais en plus on n'a pas la prime de précarité du CDD. Donc vous voyez bien qu'on va plus loin dans la précarité et en plus on supprime les quelques avantages qu'il y avait à être précaire, comme la prime de précarité. Sur le CDI de chantier, quel est l'avantage selon vous? Le CDI de chantier, il va permettre dans des secteurs qui aujourd'hui ont du mal à embaucher, puisque si on se projette sur la durée d'un chantier dans certains domaines, aujourd'hui le CDI de chantier, il porte son nom parce qu'il vient du bâtiment public. On voit bien que, je ne sais pas moi, si on a la construction par exemple d'une ligne ferroviaire, à un moment une entreprise de bâtiment public peut avoir besoin de beaucoup plus de salariés le temps de ce chantier, et ça va donc permettre effectivement de faire reculer le chômage. Et moi je considère que c'est quand même... Il y a le CDD pour ça? Non, mais le CDI de chantier, contrairement à ce que vous dites, pour une banque, c'est quand même beaucoup mieux de se projeter sur un CDI de chantier parce qu'il est souvent d'une durée beaucoup plus longue qu'un CDD et qu'en plus il permet des droits à la formation que ne permet pas le CDD. CDI de chantier, vous n'avez jamais voir une banque avec un CDI de chantier. Alors il faudra qu'on interroge un banquier pour être tout à fait sûr de la question. Et vous verrez. Mais alors, encore une fois, quand j'entends ce raisonnement-là, donc il faut rien faire finalement. On a 2,5 millions de demandeurs d'emploi et quand je vous entends, j'ai le sentiment que ça va se résorber tout seul. Ah, mais bien sûr il ne faut pas donner de nouveaux outils aux syndicats et aux organisations patronales pour faire reculer le chômage. Bien sûr que non. Il faut, par exemple, vous dites que la loi, elle s'adresse principalement aux TPE, aux PME. Quand on interroge les patrons de TPE, PME, leur principal... Qui sont très satisfaits après l'annonce de la réforme aujourd'hui. Pour la première fois. Non, attendez. Leurs représentants sont très satisfaits. Ça répond aux réalités du terrain. Non, la réalité du terrain, c'est qu'il y a 30% de ces patrons qui disent que la principale cause de non-embauche, c'est l'insécurité de la situation économique. C'est-à-dire que leur carnet de commandes n'est pas plein. Pour que ces entreprises, elles embauchent, il faut remplir le carnet de commandes. Comment on remplit le carnet de commandes? Ces petites entreprises, elles fonctionnent avec la consommation intérieure. Il faut rendre du salaire, il faut augmenter le salaire. Ce qui n'est pas le cas de... Vous dites que le texte, concrètement, vous dites que le texte est à l'avantage des patrons, des chefs d'entreprise? C'est le déséquilibré. C'est le MEDEF qui l'a dicté. D'ailleurs, il y avait hier 12 ministres... qui l'a salué, mais c'est le MEDEF qui l'a dicté. Le MEDEF a parlé d'une étape importante. Voilà. Ce sont les mots de Pierre Gattaz. La PME a parlé d'une réforme historique. Et donc, hier, il y avait quand même 12 ministres du gouvernement aux universités d'été du MEDEF. Donc, il y a quand même une accointance et une connivence entre les deux qu'il faut noter. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, c'est un texte qui va uniquement à l'avantage du patronat. Par exemple, quand on prend le fait que quand on est une multinationale, avant, quand elle voulait licencier, il fallait qu'elle soit déficitaire au niveau mondial. Aujourd'hui, il suffit qu'elle organise ses comptes, et c'est assez facile quand on est une multinationale de déclarer des pertes et des déficits en France. Des garanties contre ce genre de bien sûr que non, il n'y a pas de garantie. Il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Écoutez, il y a par exemple... non, c'est vrai, vraiment, il n'y a aucune garantie. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est bénéficiaire au niveau mondial, qui va simuler des déficits au niveau français, pourra licencier. Non, si elle simule, on sanctionnera ce type de pratique. Bien sûr, j'attends de voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr également, c'est qu'avec la création de la rupture conventionnelle collective, on met en péril aussi le principe même du licenciement économique et la motivation aux gens de trouver un accord s'ils trouvent un accord. S'ils ne trouvent pas, on ira devant le juge. Aurélien Taché, est-ce que vous dites ce soir clairement que l'assouplissement des conditions de licenciement va permettre d'embaucher plus facilement? Non, ce qui va permettre d'embaucher plus facilement, c'est de donner de la visibilité aux employeurs. Moi, quand je me déplace sur le terrain, dans ma circonscription ou ailleurs, je rencontre des chefs d'entreprise qui me disent quoi? Qui me disent, moi aujourd'hui, je pourrais éventuellement recruter 1, 2, 3 salariés de plus en CDI, mais simplement comme je ne sais pas exactement si ça se passe mal, si demain j'ai une baisse d'activité, si ça se passe pas bien avec l'un de ces salariés, combien ça me coûtera, effectivement, je ne le fais pas. Voilà. Donc ça, c'est un des éléments importants. Il y a d'autres éléments. Aujourd'hui, une PME qui, justement, voit son carnet de commandes à un moment T augmenter, qui a la possibilité de décrocher un marché, elle n'a pas la possibilité d'adapter pendant ce temps donné, le temps de travail ou l'organisation du travail, de manière à pouvoir aller décrocher ce marché. Demain, avec l'accord d'entreprise, si les salariés sont d'accord, elle dira à ses salariés, le chef d'entreprise dira à ses salariés, mettons-nous d'accord pour un temps donné, pour avoir ce marché, ça permet de renforcer l'entreprise, sa trésorerie, sa capacité à investir, et à préserver l'emploi sur le long terme. Il faut arrêter. Cette flexibilité, vous n'y croyez pas? Mais cette flexibilité, elle existe déjà. 86% des emplois créés dans ce pays sont en CDD. Ce n'est certes. Justement. Donc les gens embauchent déjà en CDD. Donc s'ils ont besoin d'embaucher, ils peuvent embaucher. Et de toute manière, même s'ils embauchent en CDI et que leur activité économique diminue, la diminution du chiffre d'entreprise est une cause réelle et sérieuse de licencier et donc de supprimer un CDI. C'est-à-dire que le marché du travail aujourd'hui le permet. Devient l'apanage. Donc, si mais c'est vous qui me dites qu'ils n'osent pas le faire. Mais c'est pas vrai. Moi, je ne connais aucun employeur un employeur qui a le carnet de commandes nécessaire pour embaucher 3 personnes. Je ne sais pas comment il remplit son carnet de commandes. Ça va assez rapidement. Oui, c'est ça la nouvelle économie. C'est ça une économie qui crée, qui détruit les emplois. C'est ça une économie qui va plus vite et qui est ouverte. Un carnet de commandes, il peut à un moment augmenter. La demande peut augmenter pendant une durée donnée. Et puis réduire. D'où le CDD. C'est justement la possibilité. Non, parce qu'on n'a pas forcément la trésorerie quand on est une petite entreprise pour recourir à des CDD. De toute manière. Donc, vous voyez, il y a un problème de trésorerie. Pas immédiatement. Donc, quand est-ce que vous allez mettre en place ce que nous on proposait? C'est qu'il y ait une banque publique qui qui prête aux entreprises à taux zéro pour justement permettre de répondre à ces besoins de trésorerie ponctuels. Mais ça, vous en êtes loin. Bastien Lachaud, pour qu'on avance un petit peu, vous dites ce soir, il ne faut pas toucher au Code du travail? Il ne fallait pas toucher au Code du travail? Non, en tout cas, il ne fallait pas toucher au Code du travail. Le Code du travail, il est précarisé depuis maintenant 20 ans. On voit le résultat, c'est-à-dire une augmentation du chômage et en aucun cas une diminution. Donc c'est-à-dire que là, Emmanuel Macron et sa majorité appliquent les mêmes méthodes que Nicolas Sarkozy, que François Hollande. Ils vont beaucoup plus loin dans l'agression contre le Code du travail, mais au final, c'est les mêmes logiques libérales qui sont à l'œuvre et nous aurons les mêmes résultats, c'est-à-dire que nous allons transformer où le chômage va se maintenir et on va avoir une fluidité, certes, c'est-à-dire que les gens vont plus embaucher, mais ils vont plus licencier, donc au final, il y aura des flux qui vont bouger, mais le stock de chômage restera le même, ou on aura une situation à l'allemande, où certes, on va augmenter on compare cette série de réformes d'ailleurs aux séries de réformes allemandes des années 2004-2005. L'économie allemande est repartie à partir de ce moment-là. Exactement. Non. D'autres séries de réformes qui viendront renforcer le pouvoir d'achat des salariés par ailleurs. Juste un point sur l'Allemagne. Certes, le taux de chômage est retombé à 5%, mais le nombre de pauvres a explosé. Le nombre de pauvres a explosé, 12 millions de pauvres, et avec des salaires pour ces jobs créés, etc., à 400 €. On rappelle qu'il n'y a pas de SMIC en Allemagne. C'est pas du tout le même modèle social. Aurélien Taché, je voudrais qu'on avance. Je voudrais qu'on avance parce que le débat est parfois un petit peu technique. Je voudrais qu'on avance pour les spectateurs qui nous regardent. Dites-nous concrètement ce qu'il y a dans la loi travail qui incite un patron à embaucher. Alors, je vous ai donné un premier point qui est d'avoir plus de lisibilité, notamment si d'aventure ça se passe mal. Hein. Les patrons, ils ne veulent pas que ça se passe mal, mais enfin, quand ils embauchent, ils ne peuvent pas savoir à l'avance exactement si à un moment ou à un autre, ils vont être obligés de se séparer ou non d'un salarié. Donc, savoir combien ça leur coûtera si ça devait arriver, c'est quand même un élément de sécurité. On a aussi des PME qui peinent à se développer en France. On voit bien qu'elles sont beaucoup plus petites, les PME françaises, que leurs consoeurs italiennes ou allemandes, et que, par exemple, des effets de seuil, comme le fait de devoir créer 4 instances de représentation du personnel, si vous dépassez 50 salariés, que c'est quand même
même un coût qui n'est pas neutre et qui en plus dilue la voix des salariés. Ça, aujourd'hui, on y met fin puisqu'on aura une instance fusionnée de la part des représentants du personnel qui permettra donc dans une instance unique de faire entendre la voix des salariés et qui donc coûtera moins cher à l'entreprise qui atteint ce seuil de 50 salariés, où on a aussi effectivement des mesures qui vont permettre à des investisseurs étrangers qui hésiteraient entre la France et un autre pays, grâce aux mesures de simplification qu'on va mettre en place sur un certain nombre de sujets, et y compris celui du périmètre d'appréciation du licenciement économique, de venir s'installer en France et de créer de l'emploi en France. Parce que c'est vrai ce qu'a dit M. Lachaud. Aujourd'hui, il y a des emplois qui se détruisent et d'autres qui se créent. On a effectivement une économie qui est beaucoup plus destructrice et créatrice d'emplois à la fois que par le passé. Et ça, il faut l'accompagner. C'est une nouvelle donne économique qui est une réalité. Et on doit avoir un droit du travail qui est en phase avec cette nouvelle donne économique. Bastien Lachaud, ces ordonnances vont être validées par le Conseil des ministres, ratifiées ensuite par le Parlement. Vous appelez quand même à manifester. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, après avoir mené la bataille démocratique au Parlement, la seule manière démocratique de faire reculer le gouvernement, c'est d'aller dans la rue, d'utiliser notre droit constitutionnel à la manifestation. Donc la CGT et Solidaires appellent l'ensemble des salariés à manifester le 12. Nous serons à leur côté. La France insoumise, elle, dans son rôle d'opposition politique, appelle l'ensemble de la société, c'est-à-dire les jeunes, les salariés, les retraités, les chômeurs, l'ensemble de la société qui veulent mettre un coup d'arrêt à ces contre-réformes et à cette destruction du Code de travail à manifester le 23. Et nous comptons bien, par là, créer un rapport de force qui va conduire le gouvernement à ne pas aller jusqu'à la ratification de ces ordonnances. La CGT est le seul syndicat qui appelle à manifester. C'est un soulagement pour vous ? Un soulagement, je ne sais pas si c'est un soulagement, mais effectivement, de toute façon, la CGT avait appelé à manifester, comme la France insoumise d'ailleurs, avant même de savoir quel était le contenu de ces ordonnances. Donc de toute façon, c'était quelque chose qui était attendu. Moi, ce que je note, c'est qu'en tout cas, la plupart des autres grandes organisations syndicales, elles, ne considèrent pas qu'il y a une régression des droits des salariés dans ces ordonnances, considèrent que sur certains points, il y a des choses sur lesquelles on aurait pu aller plus loin, c'est vrai, mais qu'il y a des vraies avancées pour les salariés. Je pense par exemple à l'augmentation... Laurent Berger, pour la CFDT, se dit déçu. Oui, je dis déçu, mais il salue aussi le fait que les indemnités légales de licenciement soient augmentées. Il salue le fait que les salariés retrouvent la capacité à décider sur un nombre de sujets importants qui concernent leur vie quotidienne. Si, par exemple, dans une petite entreprise, des salariés préfèrent choisir un système de prime de résultat plutôt qu'un prime d'ancienneté, parce que, par exemple, on a affaire à des salariés qui sont plutôt jeunes, ça, c'est une vraie avancée pour la démocratie sociale. Ou encore, s'ils vont pouvoir recourir au télétravail. 61% des Français, aujourd'hui, souhaiteraient pouvoir recourir au télétravail et ne pas être obligés d'aller tous les jours au bureau. Demain, ils pourront le faire grâce à cette réforme. Les fameux accords d'entreprise, un lien plus direct avec les salariés, ça va pas? Ça a toujours existé. Sauf qu'avant, il y avait la loi et la négociation par branche, puis par entreprise, c'était le principe de faveur. C'est-à-dire qu'il fallait que les accords soient plus favorables aux salariés pour être légaux. Voilà. Et aujourd'hui, on inverse. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est défavorable d'en choisir la prime de résultat et aujourd'hui, c'est un choix. Non, attendez, laissez-moi terminer, je ne vous ai jamais interrompu. Et à la fin, aujourd'hui, on a la loi qui représente le mieux et les accords seront au rabais. L'exemple, c'est le CDD. Les accords de branche qui vont autoriser la multiplication des CDD. Si avant, c'était interdit. Décide dans un accord majoritaire. Non, avant, c'était autorisé. Avant, c'était interdit. Maintenant, c'est autorisé. C'est-à-dire qu'on a inversé l'ordre social du pays. La loi n'est plus la norme. La loi n'est plus ce qui protège le plus faible face au plus fort. Aujourd'hui, ça sera le rapport de force dans l'entreprise, le rapport de force dans la branche qui seront supérieurs à la loi. Et donc là, on a la société, c'est-à-dire nous tous ensemble, qui disons, écoutez, voilà ce qui se passe dans l'entreprise, ça ne nous concerne plus, ça ne concerne plus que les salariés et le patron. Et donc, c'est-à-dire que le tiers, la société, ceux qui... donc en gros, ceux qui organisent la vie en commun... Vous voulez décider à la place des salariés, oui, ça c'est vraiment votre philosophie profonde. Vous considérez que les salariés ne peuvent pas décider par eux-mêmes ce qui est bon, ni leur syndicat. Et ce sera le mot de la fin, il nous reste 30 secondes. Prenons l'exemple de Continental en 2008. Le patron propose un référendum pour sauver des emplois, pour empêcher la délocalisation, de passer les salariés de 35 heures à 39 heures. Les salariés, qu'est-ce qu'ils font? Ils votent sur ce référendum, ils cèdent leurs droits de 35 vers 39 heures. Ils n'avaient pas le choix, on l'a menacé de les virer. Et qu'est-ce qui s'est passé 2 ans plus tard? On ferme l'usine. Et 7 ans plus tard, la justice française condamne le patronat pour avoir fait ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La réalité, c'est qu'il y a lutte des classes dans ce pays, c'est-à-dire que les patrons et les salariés n'ont pas le même pouvoir dans une entreprise et que quand on les laisse seuls négocier, forcément, c'est toujours le patron qui l'emporte. Merci bien équilibrer ses pouvoirs. Beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on a entendu les arguments des uns et des autres. La République en marche, la France insoumise. Merci d'avoir accepté de débattre sur France Info. Le JT, dans un petit peu plus d'1 minute, ce sera juste après la météo.